Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Vous regardez La Santé Surtout, l'émission qui répond à toutes vos questions santé. Vous pouvez d'ailleurs nous écrire dès maintenant maquestion@lasantésurtout.com. Ce soir, on va parler de sujets très variés qui touchent à notre quotidien: gynécologie, endocrinologie, médecine générale et radiologie interventionnelle. Et pour vous répondre, j'accueille nos spécialistes. Docteur Christine Louis-Sylvestre, vous êtes gynécologue, responsable du pôle mère-enfant à l'Institut Montsouris à Paris. Bienvenue. Merci. On est vraiment ravis de vous retrouver, de vous accueillir. Docteur Olivier Dupuis, chef du service endocrinologie, diabétologie et nutrition à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Oui, bonjour Jessica. Fidèle au poste, et on est bien content que vous soyez là. Merci. Docteur Olivier Jacques Beaucry. Bonjour Jessica. Bonjour, vous êtes médecin généraliste chez One Clinic à La Défense. Absolument. Et docteur Grégory Lantzner, vous nous aviez manqué, on est bien content de vous retrouver. Vous êtes radiologue, notamment à l'hôpital franco-britannique à Levallois-Perret. Tout à fait. Bonsoir. Tout va bien de votre côté ? Tout va très bien et je suis ravi de vous retrouver également. Eh bien super, alors c'est parti avec une première question. Elle est pour vous, docteur Beaucry, une question d'Antoine, 45 ans, Toulouse. Oui. Antoine vous dit « J'ai des brûlures d'estomac presque tous les soirs après le dîner. À partir de quand dois-je arrêter de prendre des pansements gastriques, qu'on trouve d'ailleurs en pharmacie, et faire de véritables examens médicaux ?» Alors les brûlures d'estomac, enfin ce que les gens appellent les brûlures d'estomac en général, c'est quand même très fréquent. Et c'est potentiellement pourvoyeur de pathologies assez graves. Donc il faut quand même, c'est un sujet important. En général, quand on a quelques petites brûlures d'estomac, on peut commencer en prenant des petits pansements gastriques, etc. Si ça ne dure pas, tout va bien. En tout cas, tout va bien. C'est pas trop grave. En revanche, si on commence à avoir une inefficacité des traitements, on considère que si au bout de 1 mois, les traitements ne fonctionnent pas, si il y a des signes d'alerte, alors ça peut être de l'anémie, ça peut être si on perd du sang, soit dans les selles, soit en vomissement, soit s'il y a des antécédents néoplasiques de cancer dans la famille. Et tout ceci, ou certains facteurs X après 50 ans, tout ceci doit conduire à évidemment rencontrer un gastro-entérologue, prévoir un examen qui s'appelle une fibroscopie œsogastro-duodénale et éventuellement en retrouver l'étiologie. Voilà. Merci beaucoup pour votre réponse. Une question pour vous, donc, docteur Grégory Lantzner, radiologue à l'hôpital franco-britannique, notamment à Levallois-Perret. Julien vous écrit et vous pose une question. 52 ans, Aix-en-Provence, on m'a dit qu'il fallait boire beaucoup d'eau après avoir passé un scanner avec un produit de contraste. Est-ce que c'est vrai et pourquoi ? Alors oui, c'est mieux, effectivement, parce qu'on injecte de l'iode pour un scanner. Et donc l'idéal, c'est effectivement de boire, alors pas en excès, mais de boire un peu plus d'eau qu'habituellement pour diluer un peu le produit qui est injecté dans les veines et qui soit mieux éliminé par le rein. Voilà, tout simplement. Et si on ne le fait pas, c'est pas dramatique. Ça prend plus de temps, juste, c'est ça ? Non, mais c'est mieux parce que ça préserve un petit peu le rein, ça évite qu'il soit abîmé éventuellement par une surconcentration du produit. Donc voilà, ça aide. Très bien. Marie, 38 ans, Dieppe, j'ai une hyperthyroïdie depuis 6 mois, je suis sous traitement et justement, depuis que je prends un traitement, je grossis, même en faisant attention à mon alimentation. Est-ce normal ? Que faire ? Cette question est pour vous, docteur Dupuis. Absolument. Donc les hormones thyroïdiennes, lorsqu'elles sont sécrétées en excès dans l'hyperthyroïdie, provoquent une accélération du métabolisme. Et en fait, les patients maigrissent parce qu'ils perdent du muscle essentiellement. C'est un effet catabolique. Ça, c'est avant de prendre un traitement. Et donc, c'est lorsqu'il y a une hyperthyroïdie. À partir du moment où on va bloquer cette hyperthyroïdie, où on va essayer de remettre les patients dans ce qu'on appelle une euthyroïdie, c'est-à-dire un taux normal d'hormones, eh bien, on va reprendre un peu de poids, on va refaire du muscle, et c'est quelque chose d'habituel et de normal. Donc, il faut être très attentif, c'est-à-dire que la perte de poids de l'hyperthyroïdie, c'est une perte de muscle, c'est pas une perte de graisse. Ça a été utilisé autrefois de temps en temps pour essayer de faire perdre un peu de poids aux patientes, surtout, et aux patients qui le souhaitaient, mais c'est toxique parce que ça a aussi un effet évidemment qui n'est pas spécifique sur le muscle et qui va avoir aussi des effets désagréables et défavorables sur le cœur notamment, sur l'os, donc puisque ça favorise la tachycardie, ça favorise l'ostéoporose, donc c'est formellement contre-indiqué de prendre des hormones thyroïdiennes dans cette indication de perdre du poids. Lorsque l'on a un équilibre qui se fait à nouveau, eh bien on va reprendre un peu de poids, c'est tout à fait normal et ce qu'on appelle physiologique.
Une question maintenant pour vous, docteur Christine Louis-Sylvestre. Je le rappelle, vous êtes gynécologue. Marion, 36 ans, Bordeaux. On m'a parlé de chirurgie mini-invasive pour un fibrome. Concrètement, ça change quoi par rapport à une chirurgie classique? Pour les fibromes, il faut distinguer deux sortes de fibromes. Il y a les fibromes qui sont à l'intérieur de l'utérus, et cela par essence, on va pouvoir les traiter par les voies naturelles en passant par le vagin puis par le col. Et ça, par définition, c'est du mini-invasif puisqu'il n'y a pas d'incision. Il faut distinguer cela des fibromes qui sont plutôt dans la paroi de l'utérus ou vers l'extérieur de l'utérus, où cela, on va avoir besoin de les traiter en passant par le ventre. Et c'est là qu'on va distinguer les traitements classiques, anciens, qui sont ouverture de ventre ou laparotomie, et là, c'est pas du tout mini-invasif, ou ceux qu'on peut faire par célioscopie, c'est-à-dire avec une caméra introduite par le nombril et des instruments introduits par des petites ouvertures de 5 mm. Et là, ça va être du mini-invasif. Donc, suivant la position du fibrome, soit c'est forcément mini-invasif, voire parfois réalisable en consultation, ou si on a besoin de passer par le ventre, la célioscopie est une manière mini-invasive de faire. Et l'intérêt de faire du mini-invasif, c'est de raccourcir les délais de récupération, de diminuer les douleurs. Et une autre question pour vous, docteur Grégory Lanzner, radiologue. Pourquoi faut-il être à jeun avant une échographie abdominale? C'est Élodie, 23 ans, de Paris. Parce qu'en fait, l'estomac se trouve... Alors, on regarde en échographie les structures pleines. Donc tout ce qui est intestin, côlon, ou estomac, tout ce qui va contenir de l'air, ne va pas être visible en échographie. Enfin, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on met du gel au niveau du ventre pour faire un contact, pour que les ultrasons, les ondes d'échographie, rentrent dans le ventre et puissent nous donner une image. Lorsqu'on mange ou qu'on boit avant un examen, en fait, on va à chaque fois avaler également de l'air qui va s'interposer et va nous empêcher de voir les structures qui sont un peu plus profondes, comme le pancréas, parfois même pour le foie. Et également quand on doit voir les voies biliaires, c'est-à-dire la vésicule biliaire, voir s'il y a des calculs dans la vésicule biliaire qui peuvent générer des douleurs chez certains patients, donc on va chercher cette anomalie. Et bien, quand les patients ont mangé, en fait, la vésicule biliaire va se vider, va se contracter, parce qu'elle doit... quand il y a le passage du bol alimentaire, il y a toujours cette sécrétion de bile. Du coup, la vésicule biliaire se vide et on ne peut plus l'explorer, on ne voit plus les calculs. Donc il y a, le problème de la visualisation des structures, et deuxièmement, la vésicule biliaire qui va se vider et on ne pourra pas l'explorer. Et quand on nous dit d'être à jeun, c'est quoi? Ça veut dire vraiment... On ne boit pas, on ne mange pas, rien Exactement. du tout? Ah oui, vraiment, rien de rien. Rien de rien. Même pas un verre d'eau? Verre d'eau, ça va, si c'est fait juste avant, parce que ça fait une interface liquide, donc on peut quand même voir les structures. Mais si c'est 1 heure ou 2 heures avant, c'est gênant parce que la vésicule biliaire risque de se vider. Dès que l'estomac se remplit, en fait, la vésicule biliaire, au bout d'un moment, va se vider. Et donc, on ne peut plus explorer la vésicule biliaire. On dit classiquement ni liquide, ni solide, ni tabac. Alors, le tabac, c'est surtout pour les anesthésies. C'est parce qu'en fait, mais pas tellement pour l'échographie. Pour l'échographie, ça pose pas de problème. Enfin, pas qu'il faut fumer avant une échographie, mais oui. Je suis farouchement anti-tabac. Voilà. Mais le tabac, c'est surtout pour les anesthésies générales. D'accord. Parce qu'en fait, quand on fume, il y a une sécrétion d'acide gastrique qui se fait. Enfin, c'est plus les anesthésistes qui vont pouvoir le dire que moi, mais il y a une sécrétion d'acide gastrique qui se fait. Et quand on fait une anesthésie générale, comme il peut y avoir un reflux du coup qui apparaît parce que le patient du coup n'est pas conscient, ils peuvent déglutir que le liquide gastrique remonte au niveau de la bouche et qu'il y ait une inhalation dans les poumons et du coup c'est très dangereux. C'est pour ça qu'il ne faut pas fumer avant une anesthésie générale. Il ne faut pas fumer du tout, en fait, idéalement, si on peut. Des échographies vessie pleine, ça serait dans quelle situation? La vessie pleine, c'est quand on veut explorer le pelvis ou les voies urinaires, parce que ça fait une interface liquidienne. Sinon, il y a tous les intestins qui descendent au niveau du pelvis et on n'arrive plus à voir l'utérus et les ovaires. Donc le fait de faire vessie pleine, surtout chez les patientes qui sont vierges ou qui refusent l'exploration par voie endovaginale, il faut que la vessie soit pleine pour faire une interface qui n'est pas justement les intestins qui viennent se mettre devant et qui nous empêchent de voir les structures. Voilà, ça fait une bulle d'eau, donc une interface qui nous permet de voir l'utérus, les ovaires, voir s'il y a du liquide dans le ventre. Si la vessie est vide, tout se ratatine, tous les intestins descendent et on ne voit plus l'utérus et les ovaires. D'accord, très bien, merci.
Si vous aussi vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez nous les envoyer. maquestion@lasantésurtout.com. Docteur Olivier Jacques Bocry, une autre question pour vous. Oui. J'ai des maux de tête très réguliers et je prends du paracétamol ou de l'ibuprofène presque tous les jours pour tenir le coup au travail. Est-ce qu'il y a un risque à en prendre aussi souvent? Élodie, 39 ans, de Paris. Alors oui, le risque est double. C'est que déjà, il y a le côté iatrogénie, c'est-à-dire qu'effectivement, le paracétamol qui est éliminé par le foie va possiblement être toxique, hépatotoxique. Et pourquoi on considère que le foie, le paracétamol, c'est à peu près 4 grammes par jour. En réalité, c'est 60 mg par kilo et par jour. Et effectivement, ça finit par masquer les céphalées. Et le deuxième risque, c'est surtout qu'en fait, on masque, mais on ne sait pas la cause de la céphalée. Donc finalement, la seule chose à faire, c'est si on prend un paracétamol ou un ibuprofène, hors maladie particulière, maladie rénale, parce que pour le coup, l'ibuprofène, qui est un anti-inflammatoire, est élimé par le rein. Donc si on a zéro maladie rénale, zéro maladie hépatique, on peut effectivement essayer de prendre un paracétamol. On s'en limite à 3 par jour maximum chez l'adulte. Et si ça passe pas, on va effectivement voir son médecin pour essayer de comprendre d'où viennent, parce que les causes de céphalie, elles sont multiples et énormes, du pas très grave au très grave. Donc il faut consulter si les céphalées ne passent pas. Il ne faut pas chercher à les masquer. Et il peut y avoir des rebonds, c'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement des... Est-ce qu'il peut y avoir des céphalées médicamenteuses? Il peut y avoir des céphalées médicamenteuses. Ouais. Effectivement, ça peut voire aggraver. En fait, ça peut masquer et ça peut même effectivement engendrer des céphalées, voire les aggraver. Donc il n'y a strictement aucun intérêt, c'est même complètement délétère, de chercher en fait à masquer en prenant trop de ce genre de produits. Voilà. À un moment donné, il faut prendre le problème à bras-le-corps et il faut consulter. Même les produits qui sont en vente libre, comme le paracétamol, il n'y a aucun médicament qui soit libre, tout effet indésirable. Moi, je conseille de ne pas prendre, encore plus les anti-inflammatoires, il ne faut pas les prendre par soi-même. Et d'une manière générale, les médicaments, quand on a un problème, on va voir son médecin et on peut déceler comme ça la cause. On parle de gynécologie encore avec vous, docteur Christine Louis-Sylvestre. J'ai appris que j'avais une malformation de l'utérus. Est-ce qu'on peut vivre avec toute sa vie? Et si on veut des enfants, est-ce qu'il faut obligatoirement se faire opérer? Alors déjà, la première chose à bien savoir, c'est que les malformations utérines, c'est extrêmement fréquent. On estime environ entre 3 et 5% des femmes, en gros une femme sur 20. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des grossesses sans aucun incident, des accouchements merveilleux, alors qu'elles ont une malformation utérine dont on n'a pas fait le diagnostic. Donc déjà, première chose, ne pas s'inquiéter parce qu'on pose un diagnostic de malformation utérine. Ensuite, la plupart des malformations utérines ne sont pas délétères, ni pour démarrer une grossesse, ni n'augmentent le risque de fausse couche précoce. Ce qu'on voit le plus souvent comme éventuel effet de ces malformations, c'est d'une part des accouchements un peu prématurés et d'autre part des bébés qui sont souvent en présentation du siège parce que l'utérus étant d'une forme un peu bizarre, il n'arrive pas à faire une galipette à la fin de la grossesse pour se mettre tête en bas. Voilà, donc ça, c'est pas des choses très embêtantes. Ensuite, toutes les malformations utérines ne relèvent pas forcément d'une intervention. Il y en a sur lesquelles on ne peut rien faire. Donc on ne fait rien d'autre que être un peu plus vigilant pendant la surveillance de la grossesse. Voilà. Les malformations qu'on peut proposer d'opérer, c'est essentiellement ce qu'on appelle les utérus cloisonnés. Et ça se traite de manière assez simple, de manière d'ailleurs mini-invasive, comme on en a parlé tout à l'heure. Voilà, ça peut se discuter. Globalement, ne pas s'inquiéter avant d'avoir vu un gynéco qui fera le bilan de la malformation et qui exposera les éventuels risques et potentiellement il n'y en a pas. Est-ce qu'on peut avoir une malformation sans le savoir? Totalement, totalement. La plupart des malformations sont méconnues. En fait. Il faut voir un gynéco et c'est lui finalement qui va... Voilà, qui va faire le bilan de la malformation, voir s'il y a des choses associées, d'autres malformations associées et qui va dire on néglige, on surveille un peu plus une grossesse ou éventuellement on propose un traitement. Sophie, 32 ans de Rennes, nous a envoyé un mail à maquestion@lasantésurtout.com et il est pour vous, docteur Dupuis. La maladie d'Hashimoto nécessite-t-elle un traitement à vie et quel est le risque si on ne le prend pas? Juste un mot sur la maladie d'Hashimoto, qu'est-ce que c'est en 2 mots? Alors c'est une hypothyroïdie et qui est associée à des anticorps spécifiques qui s'appellent des antithyroperoxydases. Et donc c'est l'association de ces deux particularités qui fait parler de maladie d'Hashimoto. Alors, avant d'aller plus loin, les anticorps antithyroperoxydases ne sont pas du tout spécifiques de la thyroïde,
se voit dans les maladies auto-immunes. Et donc lorsque vous avez ce type d'anticorps qui ne sont pas pathogènes, c'est-à-dire qu'ils n'engendrent pas en eux-mêmes de maladie, voilà, ça ne veut pas dire que vous avez un problème thyroïdien. Donc la maladie de Hashimoto, c'est une hypothyroïdie, c'est-à-dire que la thyroïde ne fabrique plus d'hormones et il y a cette trace d'immunité pathologique qui s'appelle les anticorps antithyroperoxydase. Donc lorsqu'on a une maladie d'Hashimoto, la thyroïde ne fonctionne pas, les hormones thyroïdiennes sont essentielles pour l'organisme, pour la thermorégulation, pour le métabolisme, pour la vie en général. Donc il faut absolument prendre des hormones thyroïdiennes. Lorsqu'on prend des hormones thyroïdiennes, donc l'hormone que vous prenez le matin ne va pas faire d'effet le soir, c'est un effet qui est très progressif et il faut compter 4 à 6 semaines pour avoir un équilibre lorsqu'on prend ce traitement et on va vérifier que le système est correctement, achalandé en hormones, si je puis dire, puisque là, la TSH, c'est-à-dire le contrôleur de la thyroïde, va être vérifié et il doit être globalement entre 0,2 et 5. Et lorsque la TSH est normale, eh bien on sait que le taux d'hormones est suffisant. Et donc, si vous avez une hypothyroïdie, donc une maladie de Hashimoto, pour lequel vous allez interrompre le traitement, eh bien vous allez avoir des hormones qui vont être en quantité insuffisante et vous allez être malade, alors que si vous prenez bien votre traitement, vous ne serez pas malade. Donc c'est à vie. La réponse Donc c'est bien. À vie, exactement. Après, on propose, il y a des pratiques un peu différentes, mais en France, de contrôler la TSH une fois par an, c'est suffisant lorsque vous êtes bien équilibré. Le taux d'hormones est lié au poids. Donc avec le vieillissement en général, la substitution est un peu moindre. Et puis si vous prenez beaucoup de poids, eh bien, il faudra donner un peu plus d'hormones. Si vous perdez du poids, on en enlèvera un peu. Si vous êtes enceinte, il faudra augmenter les hormones parce qu'elles sont absolument nécessaires pour un bon développement du fœtus que vous portez en vous. Enfin voilà, il y a des petites subtilités, mais globalement c'est très simple. Il faut aussi dire, parce qu'il y a beaucoup de croyances, ces hormones thyroïdiennes, elles n'ont aucune toxicité en elles-mêmes. Auparavant, on a eu quelques allergies parce qu'il y avait des colorants qui pouvaient donner ça, mais depuis au moins 30 ans, on fait très attention à ce que ces hormones soient est un enrobage le plus anodin possible. Donc il y a eu des petites modifications il y a quelques années qui ont fait couler beaucoup d'encre, beaucoup trop probablement. Et encore une fois, lorsqu'on a des symptômes, on vérifie la TSH. TSH normale, on ne peut pas relier ces symptômes à la thyroïde. TSH anormale, il y a des chances que les symptômes présentés puissent avoir un lien avec une dysthyroïdie. J'entends beaucoup parler du vaccin contre le zona pour les personnes de mon âge. Est-ce que cette maladie est vraiment fréquente et le vaccin a-t-il beaucoup d'effets secondaires? C'est Paul, 72 ans, de Toulouse, qui vous écrit, Dr Olivier Jacques Beaucry. Alors, Paul a tout intérêt à faire son vaccin. Il est recommandé à partir de 65 ans, voire un peu plus tôt, après 50 ans, selon certaines situations cliniques d'immunodépression ou autres. Mais effectivement, le zona, c'est quand même à partir de 50 ans, on considère qu'une personne sur 4 aura un zona. C'est quand même pas c'est significatif. Et il faut rappeler que c'est partie de la superfamille des herpès virus. Il va se loger dans la gaine de myéline, ce zona, donc il est ce qu'on appelle quiescent. Et à la faveur d'une immunodépression, d'une virose, etc., il peut ressortir. Et effectivement, quand on les prend dans les 72 premières heures, c'est beaucoup plus facile à traiter et ça part beaucoup plus vite. Et ce qui est invalidant potentiellement, c'est les fameuses douleurs post-zostériennes avec des complications, des douleurs neuropathiques, vraiment des choses qui peuvent être vraiment invalidantes et douloureuses. Et pour tout cela, on considère qu'après 65 ans, il est recommandé de faire le vaccin Shingrix, comme il s'appelle comme ça, qui se fait en 2 doses, le premier et le deuxième 1 mois après. Voilà. Et on considère qu'en gros, il peut y avoir des effets indésirables un petit peu sur ce vaccin. Ce qu'on note en général, c'est un état subfébrile, voilà, un petit peu de fièvre, pas beaucoup, mais un peu de fièvre. En général, ça doit l'être provisoire, si ça ne l'est pas, il faut consulter. Une douleur au point d'injection, une fatigue, voilà, c'est un peu, comme mon confrère le disait, effectivement un peu patraque, voilà, mais ça doit effectivement s'amender assez rapidement s'il nous faut consulter. Mais ils sont pris en charge maintenant au-delà de 65 ans, c'est une vraie chance, c'est gratuit. Je crois
on ne rappelle pas assez cette couverture sociale qu'on a en France et qui est quand même incroyablement plus intéressante que dans bien d'autres pays. Et je trouve qu'il y a un intérêt supplémentaire pour cette vaccination, c'est qu'on parle beaucoup de cette famille virale chez laquelle on trouve des liens, notamment avec la sclérose en plaques. Enfin, c'est pas le virus du Zona, mais c'est un de ses voisins dans la même famille. Enfin, c'est des données qui s'agrègent de plus en plus. Et je pense c'est par là un moyen probablement de réduire aussi un certain nombre de maladies dégénératives pour lesquelles on n'avait pas beaucoup d'étiologie jusqu'ici. Voilà, je pense qu'au-delà de 65 ans, ça fait partie maintenant des recommandations vaccinales et je pense que c'est très important. Une fois qu'on a fait les 2 injections, on est tranquille à vie ? On est tranquille, en fait, on est tranquille effectivement à vie. Alors comme toujours, en médecine, tout n'est pas forcément toujours parfait et il peut y avoir effectivement, mais si d'aventure il survient un zona, il peut être effectivement réduit en temps et en intensité. Voilà. Mais d'une manière générale, moi dans ce que j'ai constaté, j'avais pas retenu de survenue de zona après les gens qui avaient été vaccinés. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Je me tourne vers vous, docteur Lanzner. Thomas, 41 ans, d'Amiens, qui vous pose cette question. Peut-on retirer un nodule sans chirurgie ? Alors c'est assez vaste comme question, j'imagine que ça dépend des zones forcément. Voilà, alors en fait tout dépend du nodule et tout dépend des zones. Alors par exemple, vous avez dans le sein, par exemple, pour les plus fréquentes, c'est comme quand c'est une femme, une personne sur 2 sur la Terre, puisque ce sont les femmes, qui peuvent avoir des nodules dans les seins. En général, quand on voit un nodule, on fait un prélèvement, une biopsie, qui dit si c'est bénin ou malin, si c'est gentil ou méchant. À partir du moment où c'est malin, ça sera forcément enlevé par chirurgie, ça c'est une règle. Mais quand ce sont des nodules bénins, comme des fibroadénomes, ou d'autres lésions apparentées qui sont considérées comme bénignes, on peut les enlever par radiologie interventionnelle en faisant des macrobiopsies, donc avec des aiguilles un peu plus grosses, qui vont découper et aspirer ces nodules pour les enlever complètement sous contrôle échographique ou mammographique. Et après, on a d'autres types de nodules, alors souvent par exemple qui peuvent être les métastases de cancer. Et dans ces cas-là, on ne les enlève pas par contrôle radiologique, on va aller les brûler ou les congeler, c'est-à-dire on met des aiguilles à l'intérieur et ça permet de traiter, ça ne guérit pas la maladie, parce qu'à partir du moment où on a des métastases, on considère que c'est une maladie qui est diffuse et qui est dans tout l'organisme, mais on va brûler ces métastases pour au moins éliminer ces localisations secondaires sur certaines zones, en rentrant les aiguilles à l'intérieur sous contrôle, donc écho ou scanner. On va se mettre au centre du nodule et on va le brûler avec une zone de sécurité tout autour. Dans un instant, notre quiz, mais avant ça, une question pour vous, docteur Christine Louis-Sylvestre. Émilie, 34 ans, de Nantes, combien de temps faut-il pour reprendre une vie normale ? Alors, vie normale, on parle du sport, des bains, du travail, après une chirurgie gynécologique mini-invasive. Alors là, la réponse est très intuitive. En fait, il faut considérer la cicatrice qu'a fait la chirurgie. Lorsqu'on fait une chirurgie par voie vaginale et que du coup il y a une cicatrice potentielle sur le vagin, il va falloir attendre pour les bains, la piscine, les rapports et le port de tampons, mais tout le reste est totalement autorisé. Faire du vélo est autorisé, aller courir est autorisé. Lorsqu'on a une cicatrice sur l'abdomen, là il va falloir attendre que les tissus de la paroi abdominale aient bien cicatrisé de manière à ce qu'on ne s'expose pas à une ouverture de la cicatrice. Et là en général, on demande plutôt aux patientes d'attendre jusqu'à la visite post-opératoire, c'est-à-dire en gros 1 mois. Et ça, c'est particulièrement vrai pour tout ce qui concerne les ouvertures de ventre, ce qu'on appelle les laparotomies, ou pour les incisions qu'on fait dans l'ombilic pour mettre nos caméras, justement. Là, on attend donc à peu près 4 semaines. Voilà. Mais ça n'empêche pas d'aller marcher, de faire travailler ses bras. Quand on a une cicatrice abdominale, ça n'empêche pas de reprendre les rapports. Voilà. Il faut juste réfléchir à est-ce que l'activité dans laquelle je vais me lancer risque de tirer sur la cicatrice. Et une dernière question pour vous, rapide, docteur Dupuis, mais je sais que vous êtes rapide et efficace. Jean-Claude, 68 ans, de Nice. Je suis diabétique depuis 15 ans. Mon podologue m'a dit que je devais faire extrêmement attention à mes pieds et que la moindre petite coupure pouvait être dramatique. Pourquoi les pieds sont-ils autant à risque quand on a du diabète ? Alors, le diabète
où l'hyperglycémie chronique est à l'origine de complications, et notamment de complications qu'on appelle neurologiques, avec un tropisme ou une cible plus particulière sur les fibres les plus longues. Et c'est pour cela que les pieds sont plus exposés que les mains, par exemple, car ce sont des nerfs qui sont beaucoup plus longs et ça touche essentiellement la sensibilité. C'est-à-dire que le plus souvent, on a une perte de la sensibilité. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ses pieds. Et donc, il faut recommander, je ne sais plus son prénom, à notre demandeur, à Jean-Claude, s'il a des craintes de nourrir ses pieds avec une petite crème hydratante un peu grasse tous les soirs, ça lui permettra de vérifier s'il n'y a pas de plaie, d'éviter la déshydratation qui est très fréquente, et autrement on peut aussi aller voir un podologue, même si tout va bien, une fois par an avec une prescription qui est prise en charge par la sécurité sociale, une fois par an sans avoir de lésion des pieds, c'est pris en charge. Je pense que c'est pas très connu, mais c'est plutôt très utile. Merci Dr Dupuy, et place au quiz maintenant, on y va. Des questions insolites, avec de vraies réponses et surtout des chiffres. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. Combien de Français se disent perturbés par le changement d'heure ? 3 possibilités, 43%, 55% et 62%. Ça me semble très élevé déjà, hein. Même le chiffre le plus bas, 43%. Est-ce que vous, déjà, vous êtes perturbé par le changement d'heure ? Totalement. C'est ça vrai ? rajoute 1 heure à la garde, c'est pas possible. Ça peut 62, moi je vote 62. Moi je dirais 44 parce que je pense que ça fait tellement de décennies que je pense que on est, je sais pas si on est perturbé, mais en tout cas on est habitué et on anticipe. En tout cas j'ai l'impression qu'on anticipe, mais pour les métiers effectivement à garde ou à astreinte ou de nuit, etc., ou pour les gens qui ont des enfants, etc., je pense que ça peut perturber, mais d'une manière générale je pense qu'on est habitué, donc je dirais quand même que 40%. Docteur Lenzner, Je vais me mettre au milieu sur les 50 et quelques. Eh bien, la bonne réponse, c'est 62% des Français. Effectivement, le changement d'heure les perturbe. Et vous qui adorez les sujets de sommeil, eh bien, visiblement, 63% des Français sont perturbés par rapport au sommeil, hein, plus précisément. Tiens, voilà. Ça joue sur le moral aussi, 50% des Français. Et puis les parents, hein, je sais que vous avez des enfants autour de la table, 3/4 des parents, 77% des Français estiment que ça perturbe aussi les plus petits. Voilà, vous êtes dans la norme. Surtout vous. Le message est bien passé en tout cas. Pas de garde, hein, la veille d'un changement d'heure. Exactement. Et le lendemain. Une fois par an, c'est la bonne nuit. C'est ça, ça peut être pas mal. Seconde question, quel pourcentage de Français pensent que toucher la poignée d'un hôpital augmente immédiatement les risques d'attraper une maladie ? Je pense que toucher n'importe quel objet qui est touché par du public Exactement. entraîne potentiellement des maladies, mais je pense qu'il n'y a pas plus de maladies nosocomiales à l'hôpital, en tout cas par rapport au poids de porte. Je pense qu'une barre de métro, à mon avis, bien plus... je pense qu'on peut faire des hémocultures, on peut faire un examen, un ECBC, on peut faire tout ce qu'on veut sur une barre de métro. Donc l'hôpital, c'est l'effet psychologique, je suis à l'hôpital, je vais attraper des maladies. Je pense que c'est traité régulièrement par nos ASH qui font un boulot formidable, et voilà, et je pense que la vie quotidienne est bien pire. En fait, vous voulez un pourcentage ? Ah oui, mais vous voulez des propositions. Ouais. C'est bien, vous suivez bien, docteur Dupuy. Bravo. Effectivement, 20%, 36% ou 55% de Français donc, qui pensent que effectivement, on va attraper plus de maladies. Qui pensent. Donc j'ai à 55%, mais je pense que c'est erroné. 36. Ouais, moi aussi, 36. 36. Bravo, sauf vous, hein, docteur Dupuy. C'est bien, 36%, effectivement. Mais il y a ce petit côté quand même psychologique qui joue. Et la dernière question, et là aussi j'ai des chiffres, docteur Dupuy. Quel est le pourcentage de Français qui redoutent l'odeur médicale à l'hôpital, ses solvants, ses désinfectants ? 9%, 19% ou 33%? Ah, 33 je pense. 19. Encore même. C'est tellement agréable cette odeur. Moi, c'est vraiment une odeur que j'adore. Ah, vous aimez? Ah, j'adore cette odeur. Vous aimez vous aussi? Ah oui, mais c'est Vous vraiment vivez à l'hôpital, il faut aimer. Ah oui. Quoi qu'on la sent plus au bout d'un moment. Non, mais elle est agréable. On s'habitue.
Mais, mais quand je retournais, enfin, quand on était tous internes, quand même, et faire des gardes, des astreintes, quand on entre à l'hôpital, on a l'impression de rentrer dans une deuxième maison, qu'il y a 30 ans. voire première maison. Ça a Enfin, progressé par rapport à... C'est beaucoup moins Oui, ça a important. progressé, je veux dire, Oui, oui. on a fait des Ou efforts, alors, ça Il y a incommode moins les gens. une habitude ou une habituation. Je trouve que c'est un peu rassurant même. Je trouve c'est pas marrant. Ah oui, Ouais, j'aime bien. il faut consulter docteur Beaucrinas. Vous Faudra inviter un m'inquiétez. psychiatre. Vous m'inquiétez. Une petite idée sur la question, vous avez déjà répondu peut-être 9%, 19%, 33%? 9. 9, ah oui, 9. 19. 19, eh ben, c'est la bonne réponse, bravo. Vous avez répondu tout bon, docteur Dupuis. Oui. Alors là, ou alors peut-être Je suis avez-vous jeté joueur. un petit coup d'œil sur mes fiches? Pas du tout. Je suis trop bien. C'est bien, 19%, bravo. Et effectivement, les odeurs, d'après les sondages, peuvent déclencher du stress chez les patients. Et de plus en plus d'hôpitaux travaillent justement à ce que ça ne sente pas à l'hôpital. Ce serait intéressant de faire Chez des les soignants. sondages chez les dentistes. Chez les dentistes aussi. Je pense que c'est encore plus ça n'a fort. pas changé. Alors que moi, je suis persuadé qu'à l'hôpital, avec les flux, comment on a beaucoup moins ces odeurs qu'on avait. Totalement, mais c'est Plus vrai, lissé, ouais. c'est vrai. Ouais, c'est plus lissé. C'est vrai. Merci à vous quatre Merci pour à vous. votre participation à cette émission. Merci à vous tous pour vos questions. Vous pouvez d'ailleurs continuer de nous écrire maquestion@lasantésurtout.com. À bientôt. N'oubliez pas, la santé surtout. Et merci à vous. Merci Jessica. Merci.